Lorsque 57 camions furent stoppés à 4 heures du matin, à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo, ce n'est pas une simple opération d'aide humanitaire qui se dévoila, mais un événement capable de bouleverser l'ordre du monde. Ce récit, aussi invraisemblable qu'il puisse paraître, s'inscrit dans une longue histoire de manipulation et de résistance, où chaque détail compte, où chaque choix peut faire basculer le destin d'un peuple. Le jour n'était pas encore levé, mais la frontière vibrait d'une tension extraordinaire. 57 poids lourds, alignés dans la brume, avançaient sans bruit, leurs moteurs étouffés, leurs phares éteints. Aucun passant, aucun témoin n'aurait pu soupçonner l'ampleur de ce qui était en train de se jouer. L'image du convoi, tout droit sorti de films d'espionnage, aurait pu rappeler les grandes scènes de la guerre froide, lorsque des cargaisons secrètes traversaient l'Europe orientale sous le regard anxieux des espions occidentaux. À première vue, il semblait s'agir d'un convoi humanitaire, des vivres, des médicaments, tout ce qu'il fallait pour répondre aux besoins d'une population éprouvée. Mais ce soir-là, rien n'était ordinaire. Pourquoi la cargaison avançait-elle escortée, dans un secret si total que même les autorités locales n'avaient pas été averties? Pourquoi le président Ibrahim Traoré en personne s'était-il déplacé, brisant le silence de la nuit par un ordre net et sans appel? Les soldats encerclèrent les camions. Des drones survolèrent la scène. Des unités spéciales se tenaient prêtes. Toutes les communications étaient coupées. Le président, d'une voix ferme, donna le signal. « Ouvrez ». Le moment fut solennel, presque irréel. Les bâches furent retirées et l'illusion de la charité s'effondra. Ce n'étaient pas des sacs de farine, ni des cartons de médicaments. Ce n'étaient pas non plus des habits ou des tentes pour les réfugiés. Derrière ces bâches se révélaient des centaines de caisses soigneusement emballées, remplies d'armes flambant neuves. Fusils d'assaut, munitions, chargeurs, grenades. Un arsenal complet, de quoi armer une armée clandestine. Cette scène, digne des pires cauchemars géopolitiques, ne se déroulait pas à Hollywood, mais sur le sol africain. L'histoire n'est pas sans rappeler d'autres épisodes de l'histoire mondiale. Pendant la guerre froide, par exemple, de nombreux pays africains ont été le théâtre d'opérations secrètes menées par les grandes puissances, chacune tentant d'armer ses alliés pour gagner de l'influence. On pense notamment à l'Angola dans les années 70 et 80, où des cargaisons d'armes arrivaient par avion, sous couvert d'aide technique. Mais ici, la modernité du mode opératoire frappe par son audace. Drones, sociétés écrans, réseaux internationaux de blanchiment. En un instant, la question se renversa. Il ne s'agissait plus d'accepter ou non un don, mais de mesurer le prix à payer. Car ces camions portèrent bien plus qu'une opération de trafic. C'était l'avenir du pays qui se jouait dans l'obscurité. Laisser passer cet arsenal, c'était ouvrir la porte à la guerre, risquer la disparition de la souveraineté, accepter que des mains invisibles écrivent le futur du Burkina Faso. Ce blocage nocturne, ce refus du piège humanitaire, marqua une rupture. Le Burkina Faso refusa désormais d'être la scène silencieuse des intrigues étrangères. Pour comprendre la portée de cette nuit, il faut remonter le fil de la manipulation et explorer les réseaux et les intérêts qui se dissimulent derrière l'aide apparente. Imaginons un instant que ces camions aient franchi la frontière sans encombre. À l'aube, des villages entiers auraient ne pu se réveiller sous la menace d'armes inconnues, des groupes armés surgissant là où la veille encore régnait la paix. C'est exactement ce qui s'est produit dans certains pays voisins, comme la Centrafrique ou la Libye, où des cargaisons d'armes détournées ont suffi à déclencher des années de chaos. La leçon est claire. Une seule nuit suffit parfois à changer le cours de l'histoire. Derrière les bâches modestes, censées masquer de simples sacs de farine, reposaient des caisses d'armes flambant neuves. Fusils de guerre, munitions, chargeurs, grenades anti-chars, tout était soigneusement empaqueté, prêt à disparaître dans les brumes de l'aube. Certaines de ces armes portaient encore les numéros de série à peine gravés, signe qu'elles venaient tout droit d'usines situées à des milliers de kilomètres, probablement en Europe de l'Est ou en Asie. Ce décor n'est pas extrait d'un polar, mais bien du quotidien sur la frontière du Burkina Faso. La tension, palpable, fait désormais partie du paysage. Le convoi avançait de nuit,
serpentant sur des pistes oubliées, loin des regards. Aucun phare, aucune parole. Juste une colonne de camions prétendument affrétés pour l'aide humanitaire. Mais sous les bâches se cachait ce que tout un pays redoute, des centaines de caisses, remplies d'armes d'assaut et de munitions toutes neuves. Certaines de ces armes provenaient de zones de guerre parmi les plus instables de la planète, comme la Syrie ou l'Ukraine, exportées en toute discrétion par des réseaux internationaux. La découverte glaça le sang même aux plus chevronnés. La valeur de la cargaison dépassait 700 millions de dollars américains. Une montagne d'argent suffisante pour bâtir des dizaines d'écoles, fournir de l'eau potable ou équiper des hôpitaux modernes. Pour donner une idée concrète, avec 700 millions de dollars, il serait possible de construire plus de 200 hôpitaux de taille moyenne ou d'assurer la scolarisation de plus de 400 000 enfants pendant une décennie. Mais ici, cette fortune était vouée à semer la mort et l'instabilité. Le choc fut immédiat, résonnant jusqu'aux capitales étrangères. Le président burkinabé parla sans détour. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État, ourdie avec des moyens qui dépassaient de loin le cadre local. Rapidement, l'affaire devint un symbole de la vulnérabilité du pays face aux ingérences extérieures. Ce n'était pas simplement de la contrebande. Tout dans l'organisation du convoi témoignait d'une stratégie froide, calculée pour semer le chaos sur le long terme. Si l'opération avait réussi, le Burkina Faso aurait risqué une guerre civile, la chute de son gouvernement élu et des années de violence imposées par d'autres. L'histoire récente du Mali, où des cargaisons d'armes venues de l'étranger ont permis à des groupes rebelles de renverser l'ordre établi, illustre bien ce danger. Face à cette machination, une question s'impose. Qui tire vraiment les ficelles? Derrière les armes, ce sont des réseaux financiers opaques et des intérêts extérieurs qui semblent orchestrer la déstabilisation. Désormais, remonter la piste de l'argent s'impose comme la seule voie pour comprendre l'ampleur du complot. L'enquête sur ce convoi ne fait que commencer. Il faut désormais suivre les flux financiers et débusquer ceux qui, dans l'ombre, tirent profit du chaos. Ce principe n'est pas nouveau. Déjà dans les années 80, les enquêtes sur le financement des guerres civiles en Amérique centrale avaient mis en lumière l'existence de sociétés écrans et de réseaux internationaux de blanchiment. L'argent ne ment jamais. L'enquête fiscale dévoile des ramifications qui remontent jusqu'au conseil d'administration de Paris, Washington ou Dubaï. Sous le masque de l'aide humanitaire, les flux financiers tracent une carte invisible reliant le Burkina Faso aux places fortes de la finance mondiale. Des virements transitent par des banques suisses, des sociétés créées en quelques heures dans des paradis fiscaux, des transactions en crypto-monnaie difficiles à tracer. Les enquêteurs burkinabés reçoivent une consigne, suivre l'argent coûte que coûte. Rapidement, ils mettent à jour un réseau tentaculaire d'opérations offshore, de virements suspects et de sociétés écrans savamment disséminées entre l'Europe, l'Amérique et le Golfe. Chaque pièce du puzzle révèle une orchestration internationale. Un exemple frappant, une société domiciliée à Chypre avait transféré en une seule journée plus de 50 millions de dollars à une entreprise basée à Dubaï, laquelle avait ensuite commandé des armes à une usine d'Europe de l'Est. La trajectoire des fonds ne laisse aucune place au doute. Derrière chaque transfert, on retrouve un nom, influenceur, ex-ministre, général, homme d'affaires ou diplomate inventé pour brouiller les pistes. Les documents saisis exposent une architecture sophistiquée. Compte dormant à Dubaï, transactions blanchies à Chypre, adresses fictives à Paris ou Genève. Cette complexité rappelle les schémas utilisés lors du scandale Iran-Contra, où des ventes d'armes illégales avaient été dissimulées derrière une myriade de sociétés écrans et d'intermédiaires internationaux. Dans les salles d'interrogatoire, les premiers aveux surgissent. Une opération baptisée « Rétablissement de la démocratie », pensée et financée à l'étranger, visait à renverser l'ordre établi à Ouagadougou. Derrière ce slogan, la réalité est brutale. Il s'agissait d'acheter la violence, distribuer des armes et manipuler l'opinion publique sous couvert de bienfaisance. On se rappelle ici des opérations menées en Amérique latine dans les années 70, où des cargaisons d'armes étaient livrées à des groupes rebelles sous prétexte de soutien à la démocratie. Des anciens dignitaires politiques, des officiers supérieurs à la retraite et même des intermédiaires opérant sous immunité diplomatique apparaissent dans les documents confidentiels.
Les preuves s'accumulent et la liste des noms s'allonge, révélant l'ampleur du complot. Un général à la retraite, autrefois conseiller militaire auprès d'une organisation internationale, aurait joué un rôle central dans la coordination logistique. Le paradoxe éclate au grand jour. Pendant que les bailleurs internationaux rechignent pendant des années à accorder un prêt de 200 millions à l'éducation, ces circuits parallèles mobilisent en quelques jours 3 ou 4 fois plus pour financer l'instabilité. L'argent circule plus vite pour semer le chaos que pour bâtir des hôpitaux ou électrifier des villages. Ce constat rappelle le cas du Congo dans les années 90, où l'aide au développement stagnait pendant que les flux financiers pour l'achat d'armes explosaient. C'est la mécanique glaçante du néocolonialisme moderne. L'Afrique n'est pas oubliée, elle est instrumentalisée, transformée en terrain d'expérimentation pour opérateurs de l'ombre et spéculateurs de crise. Le Burkina Faso, en découvrant ce réseau, voit l'illusion d'intégrité se briser. La confiance dans les élites s'effondre, la réputation du pays chancelle entre bastions de résistance et cibles à isoler sur l'échiquier mondial. Cette situation rappelle le cas du Vietnam durant la guerre, où la population oscillait entre fierté d'une résistance héroïque et crainte de l'isolement international. Pourtant, au cœur de la tempête, une force inattendue germe. Face au scandale, le Burkina Faso commence à transformer ses faiblesses en levier de changement. Chaque révélation nourrit la colère, mais aussi l'espoir d'une reconquête. Des mouvements citoyens s'organisent, des collectifs d'avocats et de journalistes s'unissent pour exiger la transparence et la justice, signe que la société civile n'est plus prête à tolérer l'opacité. Mais l'enquête, loin de s'arrêter là, révèle bientôt l'existence d'un acteur clé resté jusqu'ici dans l'ombre. Un nom revient, chuchoté dans les couloirs du pouvoir et des chancelleries étrangères. Un ancien conseiller en sécurité d'un pays occidental aurait été le cerveau de l'opération, orchestrant depuis l'étranger le financement et la logistique du convoi. Quand l'Occident choisit la sanction, l'Orient applaudit. Le Burkina Faso se retrouve soudain au centre d'une nouvelle guerre froide. Chaque geste, chaque déclaration pèse sur l'équilibre du monde. Cette polarisation rappelle la crise de Suez en 1956, lorsque l'Égypte fut à la fois punie par l'Ouest et soutenue par Moscou. Dès l'annonce de la découverte, la riposte internationale fuse. Les gouvernements occidentaux, suspendant leur aide, menacent de sanctions économiques, publient des communiqués d'inquiétude. Mais à l'Est, le ton est tout autre. La Russie, la Chine, le Venezuela saluent ouvertement la résistance burkinabé, proposent leur soutien et encensent le courage d'un peuple qui ose dire non. Cette dynamique rappelle la position de Cuba dans les années 60, soutenue par l'URSS malgré l'embargo américain. Dans tout le pays, l'exaltation gagne la rue. Femmes, anciens, enfants, ouvriers, tous déferlent dans les avenues, brandissent des drapeaux, chantent et frappent sur des tambours. La peur laisse place à la fierté. Les places publiques vibrent d'un sentiment nouveau. Avoir repris le contrôle de son histoire, devenir acteur après tant d'années passées à subir les jeux d'autrui. Des scènes comparables furent observées lors des indépendances africaines dans les années 60, où l'annonce d'une victoire contre la domination étrangère avait provoqué une liesse populaire. Mais c'est une image qui marque les esprits. Sur la grande place de Ouagadougou, des tonnes entières d'armes saisies sont fondues dans des fours improvisés. Sous les acclamations, ces métaux deviennent poutres, briques, pièces de machines agricoles, outils pour bâtir écoles, hôpitaux, canaux. À chaque arme détruite, un espoir s'érige. Ce geste rappelle l'opération « Épées en soc », menée en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, où des armes furent fondues pour fabriquer des outils agricoles. Le symbole se propage. Chaque kalachnikov fondu, chaque obus transformé, rapproche le pays d'un avenir digne. La souveraineté n'est plus un slogan, elle se construit à la force des bras et du courage de tout un peuple décidé à façonner son destin. La presse internationale s'empare du sujet, des reportages diffusent partout ces images de transformation, inspirant d'autres pays à s'interroger sur leur propre rapport à l'aide et à la dépendance. Mais cette victoire populaire inquiète les chancelleries occidentales. L'Union européenne redoute un effet domino. L'Union africaine hésite.
partagée entre la peur du chaos et l'attirance pour cette audace inédite. Le risque est immense. Le Burkina Faso peut s'isoler, subir d'incessantes pressions, ou au contraire, inspirer une vague d'émancipation à travers l'Afrique, réveillant les rêves enfouis de millions d'autres. Ce dilemme rappelle celui de la Tunisie après le printemps arabe, lorsqu'un petit pays devint le symbole d'une aspiration régionale à la liberté. Derrière les drapeaux et les slogans, c'est un véritable bras de fer qui s'engage entre deux visions du monde. La scène burkinabé devient à la fois laboratoire et champ de bataille des influences, des alliances, des rêves de liberté. Que choisira l'Afrique? S'enfermer dans l'isolement ou ouvrir la voie à une renaissance continentale? Mais le choc dépasse les frontières du Burkina Faso. Il défie l'ordre mondial, posant une question brûlante qui résonne bien au-delà de cette crise nationale. Pendant ce temps, dans les capitales africaines, des gouvernements s'interrogent. Qui contrôle vraiment nos frontières? Quelle vigilance nos institutions doivent-elles adopter pour éviter pareille manipulation? La tension ne retombe pas. Au contraire, chaque jour apporte son lot de révélations et de manœuvres en coulisses. Des diplomates étrangers sont rappelés, des réunions secrètes ont lieu, certains partenaires traditionnels hésitent à prendre position. Des organisations non gouvernementales internationales, accusées d'avoir servi de couverture à l'opération, publient des communiqués pour défendre leur intégrité. De la matière de destruction est née la matière de construction. Et si cette transformation audacieuse devenait un modèle pour d'autres peuples? Au Burkina Faso, la saisie d'armes cachées dans 57 camions n'a pas seulement déjoué une tragédie. Elle a révélé une force inédite, transformé la menace en opportunité, la domination en souveraineté. Plutôt que de laisser cet arsenal comme symbole d'ingérence, le gouvernement a fait un choix radical: recycler ses armes en infrastructures vitales. Ce modèle s'inspire de la politique menée au Mozambique après la guerre civile, où les armes collectées ont été transformées en œuvres d'art ou réutilisées pour la reconstruction. Les métaux furent fondus pour bâtir des ponts, renforcer les routes, ériger des écoles. Chaque fusil désossé devenait un barreau de fer, chaque cartouche, une pierre pour la reconstruction. Ainsi, des millions de balles ne semaient plus la terreur, mais soutenaient les murs de nouveaux centres de santé. Ce geste ne relevait pas de la seule technique. Il portait un message fort adressé à toute l'Afrique. Rapidement, la nouvelle s'est propagée. Au Sénégal, au Mali, au Niger, des voix s'élèvent, interrogeant leur propre fragilité. Si la matière de guerre peut devenir outil de progrès, pourquoi ne pas étendre ce modèle? Un réveil s'opère. Les peuples scrutent désormais chaque convoi, chaque promesse venue de l'extérieur. Des collectifs de citoyens s'organisent pour surveiller les mouvements aux frontières, des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les écoles et les médias. Mais une telle révolution n'a de sens qu'ancrée dans une conscience collective. La vigilance citoyenne devient la première ligne de défense. Ce n'est plus seulement l'affaire des États ou des armées. Les populations exigent des comptes, réclament la transparence, refusent la manipulation. La solidarité africaine, désormais, n'est plus un slogan. C'est un réflexe vital, une stratégie d'avenir. Pour renforcer cette vigilance, des initiatives voient le jour. Par exemple, des plateformes numériques sont créées pour signaler les activités suspectes aux frontières. Des programmes d'éducation civique sont introduits pour sensibiliser les jeunes aux dangers des ingérences. Des accords régionaux sont signés pour partager les informations sur les trafics et coordonner les réponses. Le monde entier fait face à une nouvelle équation. Il devient plus rentable de construire que de détruire. Les milliards engloutis dans les armes pourraient, s'ils étaient réorientés, financer des écoles, des routes, l'électricité. Ils offriraient à la jeunesse ce qu'aucune aide extérieure ne pourra jamais donner: la fierté d'un destin maîtrisé. Pourtant, l'enjeu est immense. Si l'exemple du Burkina Faso n'est pas suivi, le risque est de replonger dans ce cercle vicieux où l'Afrique reste fragile et dépendante, à la merci de ceux qui tirent profit de son instabilité. Ce n'est pas un geste isolé, mais un appel pressant à toutes les nations du continent et au-delà. La véritable victoire, c'est de montrer que l'histoire, même la plus sombre, peut être retournée. Que la main qui détruit peut aussi bâtir.
et que la souveraineté, jamais concédée, se construit, pièce après pièce, choix après choix. L'expérience du Rwanda, qui a su, après le génocide, reconstruire un pays stable et prospère en mobilisant ses propres ressources, prouve que la résilience est possible. Mais cette transformation n'est qu'un début. Elle pose une question brûlante à chaque nation, à chaque citoyen. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour reprendre le contrôle de notre avenir? Si un peuple est capable de transformer des fusils en cloches d'école, le monde n'a plus le droit de détourner les yeux. Ce n'est pas qu'une image forte. Au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique, cette transformation est devenue acte fondateur, défiant la logique du désespoir. Les enfants qui entendent la cloche d'une école savent désormais que derrière ce son se cache la mémoire d'une lutte victorieuse contre la violence. Ce que certains pensaient n'être qu'un épisode dans le grand jeu des puissances étrangères a fait voler en éclats les masques. L'interception des 57 camions a révélé un système où des milliards de dollars, destinés à la santé, à l'éducation et au développement, sont siphonnés pour alimenter l'instabilité. Ces sommes colossales, qui pourraient édifier des centaines d'écoles et d'hôpitaux, ont été détournées pour semer la peur et diviser le peuple. Pourtant, le Burkina Faso a refusé l'indignation impuissante. Le peuple a choisi de transformer la violence en force constructive. Les armes saisies, symboles d'une ingérence méprisante, ont été fondues pour fabriquer des cloches d'école, des outils agricoles, des matériaux pour routes et ponts. Chaque cloche qui sonne aujourd'hui dans un village rappelle que la souveraineté se conquiert par l'action, non par la plainte. Oublier cette histoire, ce serait accepter que les drames se répètent. Car derrière chaque convoi intercepté se cachent des intérêts prêts à sacrifier l'avenir de millions de jeunes Africains pour conserver leur mainmise. Il ne s'agit pas seulement de frontières ou de géopolitique, mais d'un combat pour la dignité d'un continent trop longtemps réduit au silence. Cette injustice nous concerne tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du Burkina Faso, ni même celle de l'Afrique. Chaque dollar détourné, chaque arme livrée dans l'ombre est un crime contre notre avenir collectif. Fermer les yeux, c'est devenir complice du silence et de l'ordre établi. Comment porter plus loin cette voix levée sur les routes burkinabées? En refusant l'indifférence. En exigeant des comptes auprès des institutions qui financent ou tolèrent ces réseaux. En relayant cette histoire, non comme une tragédie de plus, mais comme la preuve éclatante que le changement est possible quand une volonté collective affronte l'injustice. Le Burkina Faso a prouvé que la résistance ne se limite pas à dénoncer, mais s'incarne dans la réinvention de l'avenir. Cette victoire n'est qu'un début. Car si le silence tue, la mobilisation, elle, construit et sauve. À l'heure où la nuit tombe sur Ouagadougou, une cloche sonne à l'entrée d'une école. Son métal provient d'un fusil fondu. Son écho résonne, porteur d'une promesse. Tant qu'il y aura des peuples décidés à transformer la violence en espoir, l'avenir restera ouvert.